Bonjour tout le monde camarades, merci de nous dire. Je suis content, avant de commencer, à travers les autres, à travers transmettre mes meilleurs voeux à président Paul Béranger. Et moi je souhaite lui un prompt rétablissement et une meilleure santé, le plus vite possible. Merci. Donc nous commençons très rapidement avec une vue générale de l'économie globale. Et selon certaines littératures qui nous ont liées récemment, un analyste économique, il semble, pas pour moi, parce que mon mot pensée, visibilité dans ces affaires-là encore toujours relativement faible. Mais la plus grande partie des analystes économiques semble penser qu'en 2012, c'était peut-être la pire année, jusqu'à nouvel ordre. Donc, par exemple, le Fonds monétaire international, sur prévision provisionnelle, provisoire, pour 2012, c'est une croissance globale de 1,3%. Non, pas globale, mais dans la zone euro. Et qui, sa croissance provient de 1,5% en 2013. Donc on a un léger mieux, comme on dit. Dans nos bons marchés traditionnels, dans le Royaume-Uni, 2012, il y a une récession qui continue. Il y a donc une croissance négative de 0,4%. Et FMI prévoit qu'en 2013, on a une croissance de 1,1%. En France, pareil, petite croissance tout à fait marginale, 0,1% en 2012 et prévision 0,4% en 2013. Les États-Unis d'Amérique, bon, pas trop comprendre qui faire, 2,2% en 2012, prévision, valeur du jour, et FMI prévoit une légère baisse de la croissance à 2,1% en 2013. Et donc, comment on a trouvé ce qu'il nous prévoit pour Maurice, enfin ce qu'il nous a enregistré, du moins pour Maurice, en 2012, 3,3% de croissance du PNB, et ainsi que nos prévisions pour 2013, 3,7% croissance du PNB, donc nettement au-dessus de ce qui est passé dans un pays avancé. Alors nous venons directement dans les secteurs qui concernent mon ministère. Dans les secteurs manufacturiers, nous gagnons en 2011 une croissance de 0,7%, ça c'était en 2011, et en 2012, selon le dernier chiffre qui nous a, pas encore totalement finalisé, mais nous pensons nous autour de ça, donc nous avons une croissance de 1,9% de output industriel, manufacturier. Et de prévoir un léger mieux, disons parallèle avec une prévision dans nos marchés traditionnels, donc une prévision de 2% de croissance pour 2013. Il ne faudrait pas nous confondre, nous vous revenons là tout à l'heure, entre valeur de exportation, qui est plus important que ça, et la croissance dans le secteur manufacturier lui-même. Donc ça, nous verrons le secteur manufacturier output, 1,9% en 2012, prévision de 2% en 2013. Et nous avons exportation maintenant aux produits agricoles, c'est-à-dire principalement sucre et dérivés. En 2009, on revient un petit peu en arrière pour nous montrer la progression qui est très, très intéressante. 2009, 35,9 milliards de roupies. 2010, 41,6 milliards. 2011, 43,1 milliards. De janvier à décembre 2012, 46,4 milliards. Donc tout finalement, véritablement une courbe ascendante en ce qui concerne l'exportation industrielle. Et avec ça, nous avons enregistré une croissance donc de 7,6%.
je profite du fait qu'ils m'ont dit ça, juste pour me rappeler un petit peu l'importance du secteur manufacturier dans l'économie. Spécifiquement, le secteur tourné à l'exportation, donc Export-Oriented Enterprises, emploie à septembre 2012 54 286 personnes. Donc, une population active d'environ 560 000, donc à peu près 10% employés dans ce secteur spécifique. Dans le secteur manufacturier, de manière générale, il y en a à peu près 115 000 qui travaillent, y compris les domestic oriented enterprises. Et la contribution de ce secteur au PNB, estimée pour 2012, parce qu'il n'a pas encore finalisé ce chiffre-là, c'est 17,3%. Je veux bien dire que ce pourcentage de contribution-là, il est un petit peu en baisse par rapport à l'année précédente. Ce n'est pas l'année dernière qu'il est en baisse, mais déjà depuis quelques temps, il veut baisser. Ça ne veut pas dire que l'output industriel peut baisser, au contraire, il peut augmenter. Mais ça veut dire qu'il y a un autre secteur qui a pu développer, donc qui comparativement peut prendre un petit peu la place, pas la place, mais un petit peu place avec le secteur manufacturier. Mais nous proposons un petit peu plus en détail après, là, avec un plan, disons, qui nous est là pour le développement industriel, le développement du secteur manufacturier. Nous prévisons pour nous arriver 25% contribution au PNB d'ici 2020-2022 à peu près. Et il est intéressant aussi de faire quelques commentaires au textile. Parce que très souvent, dans du monde cause textile, tu peux, on peut dire sans connaissance de cause, que quelquefois textile est présenté comme un sunset industry, comme on dit en anglais, il y a une industrie en décroissance. Mais ce n'est pas du tout le cas, comme on a trouvé une croissance de 1,1%. Et se situe principalement au fait qu'il nous perdit pas mal de marchés dans un domaine spécifique dans t-shirt. Nous faisons un shortfall d'environ 9 300 000 t-shirts en 2012, dû principalement à des localisations de certaines grandes entreprises qui nous produisent Madagascar, l'Inde et Bangladesh. Mais finalement, 3 produits principalement pullover, donc lainage, pantalons, y compris denim, avec chemise, code finalement une croissance très importante, 46% dans tricot, 19% dans denim et 7% dans chemise. Et ça baisse dans l'exportation de t-shirts, là, il est un petit peu généralisé. Peut-être ce qui amène nous à penser que même la consommation même de t-shirts en Europe est baissée. Parce que le chiffre qui nous en a pour les premiers 6 mois de l'année 2012 montre-nous que la Chine, par exemple, a perdu 18% de volume t-shirt. L'Inde a perdu 31%. Sri Lanka a perdu 18%. Et la Turquie, qui est aussi un gros fournisseur pour l'Europe, a perdu 8%. Donc Maurice aussi nous fait un petit peu partie dans sa pays producteur qui nous subira un petit peu les contre-coups. Il ne faut pas trop connaître, difficile pour dire si c'est l'effet de la crise, mais il ne me semble pas parce que dans les autres sous-secteurs, nous continuons à progresser. Nous avons des autres sous-secteurs dans le domaine industriel. Nous avons donc ce qu'on appelle Seafood Hub, Fish and Fish Preparations. En 2012, on a une très jolie croissance de 33%, donc dans le Seafood Hub. Et dans le domaine de la bijouterie, donc Jewelry and Precious Stones, nous avons une croissance en 2012 de 15%. Et pour la première fois, nous dépassons en exportation le cap de 3 milliards de roupies en 2012. Ça donc en ce qui concerne le résultat de l'industrie mauricienne et surtout l'industrie tournée à l'exportation. Et bon, c'est ce qui nous a dit, commentaire qui nous a fait, alors là, c'était en dépit d'un environnement international qui n'est pas trop bon, d'un contexte international qui
qui est caractérisée par une contraction de la demande, par une baisse de la consommation, une baisse relative. Nous, bonnes entreprises, nous, bonnes chefs d'entreprise, management, travailleurs, ils montraient beaucoup de résilience. Et je fais un travail d'hier, je fais une débat avec le soutien du gouvernement, de mon ministère, et de mon institution qui fait partie de ce ministère-là, y compris Enterprise Mauritius, Board of Investment, Standards Bureau, en fait, tout le monde y met la main ensemble. Mais nous vous dire aussi qu'Enterprise Mauritius fait un très très bon travail parce que depuis quelque temps, Enterprise Mauritius peut mettre l'accent sur le marché non traditionnel. On peut faire des efforts dans le marché traditionnel, mais peut aussi mettre l'accent sur le marché non traditionnel, le marché émergent, le marché régional, pour capable permettre une diversification de nos marchés. En 2012, finalement, Enterprise Mauritius fait 38 manifestations de promotion à l'exportation. Et il fait une touche avec 642 entreprises mauriciennes, donc il fait bénéficier de ça, dont 434 petites et moyennes entreprises. Et estimer qu'il y a une commande qui dérive de là, spécifiquement difficile pour vraiment faire la part des choses, pour dire de manière très exacte, voilà la contribution d'Enterprise Mauritius et voilà la contribution d'autres. Mais nous estimons travail Enterprise Mauritius fait une résulté en bonne commande d'environ 2,3 milliards d'euros en 2012. En 2013, au lieu de 38 manifestations, Enterprise Mauritius planifié pour organiser et participe dans 47 manifestations avec un budget total de 145 millions d'euros pour aider à la consolidation de nos marchés, expansion et diversification de nos marchés dans nos marchés traditionnels, régional et émergents. Dans ces 47-là, il y a bon, pas tout qui va manifestation que Enterprise Mauritius déplacé à l'endroit, mais dans ce déplacement-là, il y en a 26 qui axés vers le marché africain et 16 qui axés vers le marché traditionnel, l'Union européenne et les États-Unis. Une institution qui tombe sous mon ministère, qui malheureusement, enfin qui fait un très très bon travail, mais qui malheureusement, pas tout à fait, on va vous dire dans limelight, mais pas tellement visible, c'est Mauritius Standards Bureau. Mauritius Standards Bureau, moi je connais, sa responsabilité première, c'est définir et enforce une norme, non seulement pour l'importation, mais aussi pour l'exportation, pour qu'il ne soit pas être aux normes de un pays vers lesquels nous exportons. Et de plus en plus maintenant, Standards Bureau peut dire financièrement autonome. En 2012, par exemple, un budget de 40 millions. 40 millions. Standards Bureau génère son propre revenu donc de l'ordre de 26 millions de roupies, qui est quand même conséquent. À peu près donc 45% de ce budget qui finit généré par lui-même. Comparé à 23,2% en 2011, toujours un budget de 40 millions. Et en 2012, MSB développe une nouvelle norme, un standards donc pour 3 catégories de produits. Jiri basmati, comme tout le camarade connaît, qui à un moment qui pose un gros problème parce que tout Jiri peut appeler basmati. Pour qu'on appelle un protective shoes, un soulier qui servit, un chantier, etc. Et puis évidemment pour un solar water heaters qui peut commencer à généraliser. Et parfois MSB sur action proactive dans le sens où il prend l'initiative, il dit dans tel secteur quand nous besoin développer une norme, et parfois aussi il est réactif, nous trouvons parce qu'il fait un abus sur le marché, donc MSB rentre là-dedans pour développer une norme, comme par exemple dans Basmati, c'est fait un effet réactif, et aussi dans le chauffe-eau solaire, il est réactif parce qu'à un certain moment on gagne à peu près une invasion du marché par un chauffe-eau solaire de à peu près toutes les qualités.
Bon, ça c'était grosso modo pour 2012, ce que nous intentions faire pour 2013. Donc, nous avons maintenu ce que nous faisons, maintenir le résultat que nous avons gagné, améliorer, consolider. Et comme tout le monde camarade connaît déjà, finalement, Africa Stratégie qui finit développer dans le budget et qui tourne, qui est axé sur le port franc. Et nous, de notre côté, en collaboration et avec Enterprise Mauritius et avec le Board of Investment, donc, nous pouvons promouvoir sa concept de Maurice Gateway to Africa, donc dans le cadre du African Strategy, Africa Strategy du gouvernement. Bon, on a aussi évidemment une stratégie pour les États-Unis, donc on appelle tout simplement US Strategy. Quand nous pouvons augmenter, nous pouvons accroître les efforts promotionnels qui nous peuvent faire l'Amérique et pour nous capables de réduire nos dépendances sur la zone euro. Dépendance diminue un petit peu déjà. Et nous pouvons continuer à travailler là, et cela implique donc une participation dans quelques textile shows aux États-Unis, autant sur la côte Est qui sur la côte Ouest. Et comme je connais, l'Amérique, c'est un tellement grand pays avec un tellement grand marché qui a une meilleure façon de travailler, c'est ce qu'on appelle un Contact Promotion Program, donc c'est à travers une action ciblée. Et Enterprise Mauritius fin aussi nomme un liaison officer aux États-Unis en la personne de Mme Barbara Ende, ENDE, donc qui vous donne un coup de main. Bon, revient un petit peu au textile parce que pendant le textile reste un sous-secteur industriel extrêmement important qui de temps en temps, comme vous situez, nous a une tendance un petit peu négligemment write-off. Donc on a à peu près 45-46 000 du monde qui travaillent dans le secteur textile, ce qui est énorme. Il représente à peu près 8% de la population active. Et donc, dans les efforts qu'il nous peut faire pour nous consolider le secteur textile et pour nous moderniser, je profite de la récente visite, dont je ne commençais avant en fait, je ne commençais avec la visite du Premier ministre en Inde, au mois de février, pardon, l'année dernière, et dans le ministre des Affaires étrangères, Arvind Boulel et moi-même, j'accompagne le Premier ministre. Et nous avons une discussion avec le gouvernement indien, dont principalement le ministre Anand Sharma, qui est ministre de l'Industrie, du Commerce et des Textiles. Moi, je le connais d'ici Maurice, c'est deux semaines de cela. Et nous discutons longuement et en profondeur une avenue de coopération entre l'Inde et Maurice dans un certain nombre de domaines économiques, mais principalement pour le développement de nos secteurs textiles et agricoles. Comment je le connais, moi, à la suite de nos premières visites, enfin, du premier contact que j'ai gagné comme Premier ministre en Inde, nous ici un memorandum of understanding avec le ministère indien. Et une manne retombée de ça, c'était la mise sur pied d'un joint working group entre l'autorité indienne et nous-mêmes. Et il y a une première réunion de cette joint working group-là à New Delhi au mois de juillet 2012. Et là, nous avons une délégation qui a pu venir demain, je crois, dimanche, de 8 personnes, donc du ministère de l'Industrie, du Commerce et des Textiles indien, plus différentes institutions qui attachées avec ce ministère-là. Et donc, on a ce joint working group-là pour siéger du 28 au 30, 3 jours, lundi, mardi, mercredi, pour discuter de coopération avec une institution telle qu'Enterprise Mauritius, c'est un bureau, avec National Productivity and Competitiveness, c'est ça? Council, NPCC. Et je crois nous finissons avec un papier là, hier ou a 2 jours. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nos camarades indiens intéressés pour faire partie de cette Africa Stratégie que nous peut développer là. Donc, nous discutons aussi la mise sur pied d'un textiles cluster entre l'Inde avec Maurice pour nous capables de travailler ensemble pour accéder au marché africain, ou du moins pour nous capables de donner l'occasion à une entreprise indienne qui est intéressée même
tout seul, on their own, pour travailler à l'intérieur de ce cluster-là pour le marché africain. Le point que moi je suis content de soulever, en ce qui concerne MSB, mon billet ça là, c'est des activités qui nous peuvent faire pour 2013 qui est intéressant. Nous pouvons développer ce qu'on appelle un National Eco-Labeling Framework pour l'agriculture et pour les produits agroalimentaires. En collaboration évidemment avec le projet, enfin la commission plutôt Maurice Île Durable. Et nous pouvons mettre sur pied aussi un Global Gap Certification Scheme. Comment je te connais, ça va un Global Gap Standard. Ça c'est un petit peu un nouveau passeport, un nouveau la clé pour commercialisation de produits agricoles et agro-industriels, surtout dans les pays européens et américains. Donc, en 2013, MSB vous travaillez là, ainsi qu'il y a un Eco-Labeling Scheme pour l'hôtel. Donc, en conclusion, nous ne pouvons pas dire que ce qu'il nous peut faire, enfin, ce qu'il nous peut planer pour faire du monde 2013, nous pouvons essayer de leverage une potentialité qu'il y a dans le marché africain et dans le nouveau marché, le marché émergent, y compris l'Inde, pour qu'il nous capable de consolider nos secteurs industriels. Évidemment, cela ne va pas tout seul, nous avons besoin aussi que ce soit accompagné éventuellement de nouvelles réglementations qui nous ont été en temps et lieu, et bien sûr avec de nouveaux infrastructures aussi qui nous ont été en temps et lieu. On passe maintenant au secteur commerce. Mais on est bien content pour dire qu'en 2012, pas fini n'a aucun shortage, aucune rupture de stock, pas fini pour qu'on appelle essential commodities, ni dans le riz, ni dans la farine, ni dans l'essence, diesel, ni dans le gaz ménager. En 2011 plutôt, le montant des subsides qui STC, il mettait le gaz, du riz avec la farine, qui monte à 1,128 milliard. En 2012, il arrive à 1,149 milliard. Nous pouvons estimer qu'en 2013, il pourrait être à peu près pareil, qu'il fallait prendre une légère augmentation, donc nous avons 1,150 milliard de subsides. Très rapidement, lors de différents items de riz ration, moi je connais depuis juillet 2006, le prix du riz ration pas de 100 €. La livre 500 grammes donc vend toujours à 5,40 €. Et finalement, au fil des mois ou des semestres, certaines fluctuations dans le marché, dans le prix sur le marché mondial. Par exemple, en 2012, le prix la fin variante à peu près 410 $ et 450 $ par tonne métrique. En 2012, nous finissons pour 18 000 tonnes. Généralement, nos rations tournent autour de 20 000 tonnes par an. En 2012, nous avons 18 000 tonnes de riz ration. Mais évidemment, ça n'est pas tenu en considération stock qui en a déjà fin 2011 et stock qui restait au début de 2013. Donc, on ne peut pas dire que la consommation vraiment tourne autour de 20 000 tonnes. Mais ce qui est intéressant, on ne pas connaître si pas un acquis de camarades ici qui essaye de manger ration. Vous allez dire, écoute-moi, oui, enfin, pas tout le temps, mais aussi dire ration parce que vous avez record dans certaines manger qui plus bon avec des rations qu'avec des basmati encore. Et je voudrais remarquer si toutefois une service de ration qui c'est un diri de très très bonne qualité. Alors que quand nous tender, enfin quand nous demandons un tender, une offre, nos spécifications c'est 25% broken, donc 25% brisure. Et la moyenne depuis décembre 2011 jusqu'à décembre 2012, la moyenne a été 10% brisure à peu près. En fait, ce qu'il nous fait une petite règle, pas besoin de dire ça dans la gazette, parce que pas pour bon, nous fait une petite règle, les temps tender là, des hauts, supplier là, avoir une échantillon, il y a une échantillon, alors nous fait des mandatories qui de nous quand même échantillon comme produit. Donc nous retournons avec une durée ration vraiment de très bonne qualité. Et
je veux dire aussi bon, depuis qu'il est là, on me demande qu'il nous change aussi la méthode de procurement d'IRI. Longtemps, tu fais faire procurement par an. Et très souvent, ce qu'on nous fait dire par an, si toutefois nous tapons dans une période que d'IRI cher, à ce moment-là, nous amarrons pour un an, nous payons d'IRI là cher, même si le marché mondial, sur le marché, pas vraiment marché mondial, mais sur le marché, le prix il baisse. Donc ce qui nous fait, c'est que nous lançons un petit tender à peu près tous les 3 mois. Et nous surveiller quand le cours peut baisser, là nous lançons un tender, nous passons une commande. Et évidemment tout en nous assurant qu'il n'y a aucun risque de rupture. 2013, nous ne pensons pas prendre aucun changement là-dedans, nous importons à peu près 20 000 tonnes de riz même, et nous pouvons assurer nous que la qualité du riz et aussi le packaging reste pareil. Comme mon camarade connaît aussi, nous le fait diminuer le packing du riz de balles de 50 kg à 25 kg. Parce qu'il y a du monde avec ça. Soit il balle 50 kg aux épaules, casser un petit monde, travailler fatigué. Donc, depuis l'année dernière, ça, non? Février par là. Donc, c'est bien, nous pouvons recevoir un sac donc, de 25 kg. Et dans la farine aussi, nous verrons doucement dans le même process. La farine aussi, depuis 2008, en fait depuis décembre 2008, nous maintenons le prix de 5,85 € par livre, par 500 grammes. Encore une fois, même si il y a une fluctuation dans le prix le marché mondial. En 2012, donc pour la période janvier 2012 à janvier 2013, le contrat pour supply la farine qui gagné par la Concorde à un prix de 442 $ par métric tonne en sac de 50 kg et un petit peu plus cher, 445, aussi devant plus manipulation, 445 $ par métric tonne pour un sac de 25 kg. En 2013 aussi, Moulin de la Concorde, il remporte le contrat. Vous connaissez, bon, système un petit peu différent. Compte tenu Moulin de la Concorde, c'est une entreprise locale. Nous lançons tender et nous gagnons l'offre. Moulin de la Concorde, pas forcément l'offre la plus compétitive. Mais après, dans le sixième Moulin de la Concorde, nous avons dit voilà, si pour capable match le prix le plus compétitif, nous donnons le tender. Et c'est ce qui arrive. Donc généralement, ce match le prix le plus compétitif. En 2012, ça arrive ça. Donc, pour 2013, 2014 aussi. Donc nous avons même principe qui a pu opérer. Moi, je viens de dire qu'en 2013, depuis à peu près octobre 2012, il y a une augmentation conséquente. Le prix du blé au marché mondial, à peu près 25% d'augmentation. Et cette année-là, vous payez donc la farine 20% à peu près plus cher qu'il l'année dernière. Mais nous vous donnons toujours, nous négocier avec moi de la Concorde, et je l'ai accepté pour fournir la farine donc au même prix, enfin au prix le plus bas qu'il nous gagne dans l'offre qu'il nous recevra. Une petite remarque, la farine blanche, la farine giblée. Parfois, sur mon camarade, il a remarqué, il a acheté du pain maison, baguette, qui avait le bon schedule bread, qui contrôlait donc par nous ici, il a fixé, et du pain giblé sur lui pas fixé. Ce qui fait que du pain giblé, autant que m'en trouvé, il vend en 2,5 et 3 fois plus cher que du pain, la farine blanche. Alors que tout le monde connaît qui, enfin, pourquoi pas tout le monde, mais pratiquement toute bonne autorité sanitaire, médicale, dit que la farine giblée est meilleure pour la santé, etc. Et donc, ce qu'il ne peut faire, c'est pour une raison très simple, c'est que la farine giblée n'est pas si subventionnée. Moi, pas trop comprendre ce qu'il fait, mais c'est quelque chose qui remonte dans le passé. Et donc, nous pouvons introduire subside aussi la farine giblée, donc la farine entière, whole wheat bread,
whole wheat, pardon. Ce qui fait donc que la farine du blé et la farine blanche pour vendre au même prix, autant dans la boutique, supermarché qui à ban boulanger. Et nous avons une réglementation, une régulation qui est en préparation actuellement pour nous faire aussi du pain du blé, une schedule bread pour qu'ils vendent. Pourquoi nous mettre le même prix, non? Même prix qui du pain avec la farine blanche. Donc, on s'est dit pour meilleur, je crois que c'est une bonne chose pour la population. Produits pétroliers, encore une fois, encore depuis avril 2011, nous pas de sens, pas de prix. C'est pas moi, pas nous ici qui décidons pour changer de prix, c'est Petroleum Pricing Committee qui siégeait, le mécanisme, comment je le connais. Donc depuis avril 2012, pratiquement 18 mois maintenant, un produit pétrolier, un prix de vente au marché local. Marché local, l'essence avec diesel. Ce qui nous vend à l'international, qui appelle bunker products, jet fuel, etc. Ça c'est un autre affaire. Sur le marché local, ça des produits diesel avec l'essence viendrait sur le même. Comment je te connais, nous importons nos produits pétroliers de Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited en Inde. Et nous avons un contrat qui a été terminé au mois de juillet ça l'année 2013. Et nous commençons bientôt donc une procédure de procurement pour le prochain contrat de produits pétroliers. Quelques projets pour l'année à venir. Nous avons une réglementation qui probablement nous sommes capables de promulguer d'ici la fin du mois de février. Ça fait très important. Techniquement, ça s'appelle donc le Consumer Protection Safety Regulations. Et donc, cela ne vous prévoit pour faire provision pour un safety standards pour un produit, pour un appareil électrique. Un appareil électrique, un fittings, un accessoires, etc. De plus en plus, nous trouvons des affaires, un taquet qui font, un plug comment il chauffait, l'iPhone, un multiprise qui brûlait, etc. Donc, ce qu'on a fait là représente un danger pour un utilisateur. Et Standards Bureau fait un travail sur une norme, sur un standard, c'est là, c'est là actuellement. Et donc, being vetted at State Law Office, et nous espérons d'ici le mois de février, nous proclame sa bonne réglementation. Une autre affaire, je pense que mon cas d'y aller là un petit peu avec sérénité, même si depuis que mon ministre, c'est la 5e fois que je paye ça, mais mon cas cette fois-ci, mon cas d'y aller avec une certaine dose de certitude, le nouveau Consumer Protection Act. On a plusieurs législations qui existaient. Certaines de ces législations-là un petit peu désuées, parce que le monde commercial, la configuration du commerce, les produits, les pratiques, tout changé, pas très vite, mais fin sens, très vite dans Maurice, du moins dans les derniers 10 ans. Et donc, on a un nouveau Consumer Protection Act qui est pratiquement prêt pour être introduit au Parlement. Et donc, quelques petites fine-tuning qui nous peut faire actuellement. Et nous prenons donc un finalized draft, comme on nous dit, dans une semaine, 10 jours à peu près. Et hopefully nous pourrons introduire donc au Parlement au mois de mars, mars-avril, donc à la rentrée parlementaire. On a aussi une affaire qui de temps en temps crop up, c'est un trade fair. Un trade fair qui, c'est du monde, je dis bien bon, parce qu'il offre aux consommateurs beaucoup de choix. Très souvent, un prix très correct. Il y a parfois un commerce qui dit pas correct du tout, parce qu'il représente une concurrence fair or unfair, and that's another question. Mais disons que c'est une affaire c'est un issue, donc trade fair, qui nous peut régler. Surtout pour nous éviter qu'il y ait un abus lors de l'utilisation du terme trade fair. Et en même temps, on a besoin pour nous protéger d'un commerce qui est
établi, qui paye votre patente, votre permis, paye votre taxe, etc., etc. Et d'autre part, aussi permettre à les opérateurs d'opérer à l'intérieur d'un framework donné et aussi offrir un choix à un consommateur. Il y a aussi dans mon ministère une division qui s'appelle Trade Division, qui est surtout principalement, qui sert un petit peu comme un écran, surtout pour une exportation, surtout pour une importation. Un petit peu pour une exportation. Nous finirons toute l'opération de Trade Division en 2011-2012. Et au mois de novembre 2011, ça m'a comme un camarade de courant, il y a 21 items qui nous finissent enlevés de import control. C'est bon, fait qui longtemps, si tombe sur import control. Et 21 finissent enlevés. Et nous avons la liste de 6 produits, 6 items qui nous ont enlevés. Et ça pour take effect, enfin fini take effect à partir du 10 janvier 2013. Seulement, si c'est, nous prenons l'exemple, comment on appelle ça, life jacket. Pas aucune raison pour que le ministère du Commerce elle mette un contrôle, elle donne un permis pour importer ou bien pour pas importer life jacket. None of the business of the Ministry of Commerce. Seulement, il est important pour que ce life jacket là soit conforme à une norme de qualité pour qu'il y ait du monde mettre ça tombe dans le bateau, tombe dans la mer, il n'est pas noyé. Donc, un contrôle technique, tout ce produit là a encore existé. Et ça, dans différents ministères, par exemple, demande l'exemple, je sais pas. Shipping. Shipping qui vous contrôle ça, qui vous make sure, qui va une norme, qui va une standard, ça c'est une importation à respecter, mais pas besoin de l'autorisation du ministère du Commerce pour importer ça. Alors en même temps qu'il nous peut essayer d'étendre l'opportunité commerciale, nous aussi concernés dans le commerce et dans l'activité, de l'impact de cette activité-là sur l'environnement. Et Tchabon qui un camarade noté, si toutefois c'est un camarade pas connu, qui un produit par exemple qui contenait un CFC avec HCFC, hydrochlorofluorocarbons, interdit maintenant. Et réglementation là, nous finissons elle est en vigueur à partir du 1er janvier, et ça l'année. L'auto-seconde main. L'auto-seconde main, c'est aussi encore un issue qui est assez délicat. Là, il y a des issues. Premièrement, on a envie de make sure il y a sur nous qui, du monde, notre consommateur, qui a acheté l'auto, qui appelle un recondition car, c'est un dealer, qui se travaille, c'est importe ce l'auto-là, mais ça dans le showroom, et vendre. Bien sûr, nous qui, consommateurs, gagnent un traitement correct. Et nous finissons de travailler là pendant très longtemps, encore pendant 8 mois, après 6 à 8 mois, nous travaillons là avec les collaborations avec l'institution au Japon, la police, la douane, la MORE. Et finalement, nous arrivons à la conclusion que la meilleure façon pour protéger le consommateur, évidemment, il est toujours comme ça, c'est que le consommateur gagne pour le produit pour lequel je vais payer. Et pas un produit qui est machiné, qui est trafiqué, qui est maquillé, etc. etc. Par exemple, on n'est pas capable de permettre nous de dire qu'il y a une auto qui est un dealer peut vendre dans ce showroom, clinquant, joli, terrible, tout propre, brillant, toute affaire, qui s'appelle une auto accidentée. Du monde est capable dans le Japon, il y a l'équipe qui poste au Japon en permanence, d'acheter une auto accidentée, il rétablit, sur l'atoll, mettre un peu quick fill, spray lit, amener ici. Et donc là, nous trouvons que nous rendons, en fait, le résultat, c'est que nous rendons obligatoire, indirectement, pour qu'il y ait un importateur acheter cette auto dans une auction.
ban auction, c'est la vente organisée sous le contrôle des autorités japonaises. Et les Tandjimoun achètent un loto d'un auction. Ils gagnent un auction sheet pour chaque loto. Bon, on montre un exemple d'un auction sheet. Là, par exemple, ça c'est un auction sheet pour un loto spécifique. Et tout bon défaut qu'il y a dans ce loto-là, il est indiqué là. Les yeux, c'est un rayé par ici, un bump par là, un petit bump, un gros bump, tout indiqué là. Des affaires qui sont plus importantes encore, il indique le kilométrage. Alors, ce qui fait qu'il n'est pas capable de kilométrage. Deuxième affaire qu'il est indiqué, il donne un grading le taux là. Et grading là, elle de N, correction, N à 5, non? N à 5. N à 5. Il y a l'image par la moitié, 0, 0,5, N, N,5, D, D,5, 3, 3,5, etc. Et on autorise 10 pannes le taux de 3, grading 3,5 à monter à l'importation. Ça veut dire en bas 3,5, c'est un loto qui n'est pas bon. C'est un loto qui est endommagé, qui est trop endommagé, etc., etc. Et donc, nouvelle réglementation qui nous passée, qui rentre en vigueur quand? On va le 1er mars, c'est ça, oui, le 1er mars. Chaque véhicule recondition qui peut importer, le dealer obligé donne l'acheteur une copie, la copie originale de l'auction sheet. Et il a besoin de donner aussi un document qui explique comment lier sa auction sheet. Et donc, il connaît exactement qui il teste. À la suite, quand nous avons fait un communiqué, alors là, nous avons fait un communiqué, et puis nous avons un certain nombre de second-hand car dealers qui ont protesté. Ce qui donne moi soupçonné, moi je dis bien, si moi je n'ai aucune accusation. Si vous préférez, vous avez fait correctement, mais il n'y a aucune raison qui fait pas donner un auction sheet. Si vous passez au loto d'auction, pour prendre un auction sheet là décrire le taux là tel qu'il y était, mais il n'y a aucune raison pour aucun problème qui fait ou pas capable de donner ça client là à l'auction sheet de l'auto. Mais finalement, un certain nombre de second-hand car dealers qui apparemment ont protesté, ils disent qu'ils peuvent consulter les autres, qui se pour une fois, je suis pas la grève de la faim, pas trop connu, ou bien la grève de la vente, mais nous, quoi qu'il en soit, nous devons travailler dans l'intérêt général et surtout dans l'intérêt du respect de la loi. Et bon, là, donc, ça nous maintenir libre et nous pourrons assurer, nous, que sa réglementation la respecte. Pour ce faire, bon, pas seulement pour ça, mais aussi pour d'autres raisons, en 2013, nous augmentons les effectifs de l'inspectorat de Consumer Protection Unit par 5 personnes, 5 additional inspectors. Une autre affaire concernant le taux, et ça vraiment les chagrins antérieurs. Ah oui, ensemble avec sa auction sheet là, il y a aussi un pre-shipment certificate qui est bien établi par une organisation une institution de certification là, SGS, Veritas, etc. Et donc, il est obligatoire, et quand ils mettent le là dans le showroom, pour mettre ça, auction sheet, et pour mettre pre-shipment certificate ensemble avec le là, original. Et ils viennent remettre à l'acheteur donc c'est original là. Et l'acheteur donc a exactement ce qu'il peut. Et il a acheté si on dit, mais au moins il peut gagner ce qu'il peut payer. Un autre affaire dans le lottery condition qui est chagrinante arrivé. En 2012, on gagne 5 ou 6 cas comme ça. Il y a des gens qui passent par un courtier, un agent pour acheter le tour. Je ne pas acheter comme un dealer ici. Je vais acheter directement du Japon, de l'Angleterre, de whatever, la France, l'Allemagne. Mais il y a un courtier là-dedans. Le problème, c'est que le courtier là, son nom pas apparaître du tout. Donc, il n'a aucune responsabilité. Et nous gagnons en 2012, enfin du moment où il porte à ma connaissance, 5 cas que ben du monde
une misled par ben routier. Et le résultat, c'est que, bon, ben, malheureusement, la loi, c'est la loi. Si on a fait du contraire à la loi, l'auto-là, Ville Maurice, pas capable de faire non et l'autre qui retourne l'auto. On a qu'un chauffeur taxi qui ne passe pas une seconde routier là. La loi dit, second-hand vehicle, c'est l'auto qui a plus que 18 mois, moins que 48 mois. Clair. Le beau, un chauffeur taxi, qui m'a bien ça, là, je suis content d'avoir avec lui, mais pas capable. Il passe pas une coursier, il a un loto qui a 8 mois, ou un an. Pas de 12 mois, pas de 1 an, moins ce qu'il y a. Et puis, quand il vient ici, l'auto là vient ici, il fait une lettre depuis une compagnie Japon là-bas, qui dit qu'il ne chip ça l'auto là pas arriver. Facile. Alors, l'importateur, qui est un chauffeur taxi, pas un monde qui a beaucoup de moyens, qui ne prend l'eau, qui n'achète l'auto, qui ne paye fret, qui n'amène ça ici. Tu trouves dans l'obligation de retourner l'auto là. Retourne l'auto là. C'est bon Dieu qu'on ne sait pas compagnie là, il réacheté l'auto là avec lui là-bas. Mais il PLJ rentre, à mon avis, des 100 000 et 500 000 euros. Et c'est agent qui ne fait ça là, moi, je me soupçonnais, je ne vais pas lire sur l'esprit, mais je me soupçonnais, il connaît exactement ce qu'il fait. Et nous avons 5 cas comme ça, à peu près similaires. Soit l'auto là trop neuf, soit l'auto là trop vieux, soit dans l'auto là sorti là-bas, il peut faire une inspection qui est bizarre, il peut y avoir un document qui est bizarre. Et l'agent ou le courtier sorti là-dedans totalement sans aucune responsabilité. C'est l'acheteur qui ne fait tout bonne dépense, qui se non apparaître, et donc c'est lui qui ça y est les conséquences de ça. Si un du monde en vie, les cybernéens ne sont pas capables, ne pas croire dans rien au monde qui est capable d'empêcher de se laisser berner. Mais ce qu'il nous faut faire, une législation qui est en préparation, on arrive assez loin, pour nous créer une catégorie de agents for importation of second-hand vehicles. Et c'est un agent là bien enregistré. Je vous paye une licence. Donc vous avez un registre contre nous ici. Vous êtes tenu responsable. Ce qu'il nous faut faire, nous mettre une série de communiqués dans la presse pour dire, ben voilà, à l'attention de du monde qui a envie de passer par un agent, parce que le monde il fait ce qu'il a envie sur casse, qui a envie de passer par un agent pour y importer l'auto seconde main, nos conseillers passent par un agent qui enregistre. Un agent qui est reconnu, etc., pour qui demain, et dans la législation là, nous fixer aussi une responsabilité de l'agent. L'agent va capable de prendre profit avec un importateur sans qu'il apporte un service autre que tout simplement service d'intermédiaire. Donc ça me pensait, à chaque année on peut arriver avec ça. D'ici mars. Voilà. Donc nous espérons ça pour l'IPOCAV mettre sur pied un cadre légal, un legal framework pour un agent qui est capable à ce moment-là opérer d'une manière transparente, juste, équitable et puis surtout protège un consommateur qui est parfois un petit peu trop naïf. Là récemment, pour la petite histoire, le docteur là, à la fin de l'année ça me voit. Le docteur, il y a le même problème. Il dit nous agents, un bon camarade, il pas me prendre une sou, moi il fait tout ça là pour être. Moi, en faisant cela pour être docteur là, il fait docteur là qui a 10 000 euros. Parce qu'il est quand même un bon camarade, c'est moi le problème, c'est qu'il n'est pas contre la loi. Et il fait bonne affaire, il dit pas si bien faire, ou il pas faire quelque chose qui bien faire. Et malheureusement, on se retrouve dans la situation. Voilà mes amis, grosso modo, donc je sais que nous le faire en 2012. Encore pour une fois qu'il s'y joignent, en décembre 2011, moi je comme ça, que de temps en temps nous vous joignent pour rendre compte. Voilà. Et un petit peu nos plans dans les grandes lignes, sans trop de détails pour 2013. Je remercie beaucoup de votre attention. Maintenant, si vous avez une question, by all means.
nous connaissons qui nous fait une récolte du riz local, d'ailleurs la récolte qui nous fait un an. Où en est le projet Bon, pourquoi répondre seulement à moitié, parce que la plantation du riz, malheureusement, il n'est pas tombé sous mon ministère, il tombe plutôt sous le ministère de l'agro-industrie, Vitarais, Vitagrain, qui installe Vitarais à Maurice. En fait, le projet, c'était beaucoup plus pour produire du riz pour semences. C'est un projet pratiquement agro-industriel, mais je ne produis du riz qui je ne commercialisé, on croit, il y a 2-3 mois à peu près. Apparemment, c'était un riz de très bonne qualité. Mais ça, moi, je crois, nous sommes réalistes. Nous sommes réalistes dans quelques temps, c'est là. Juste une interview d'un magazine, je crois qu'il peut paraître la semaine prochaine. Et la question c'était, est-ce que nous continuons importe tout ce qui nous besoin. Malheureusement oui, je crois. Malheureusement oui, parce que ça, on a 2000 km la terre, 2000 km la terre, ça nous pourra produire les combien, 130 millions de litres de qui nous besoin, les 100 000 à peu près, 100 000 tonnes de riz qui nous besoin pour manger. 90 000 tonnes de farine qui nous besoin à peu près. Nous avons cet espace-là et nous avons assez de monde non plus pour faire vivre. Et je pense que ma réponse, c'est une réponse qui est intellectuellement honnête. Et, ok, capable vite à rester, capable de petit peu mais totalement marginal par rapport à 90 000 à 100 000 tonnes de riz qui nous consomment. Monsieur le ministre, yes. Concernant l'accord de libre-échange avec la Turquie, vous êtes un texte ratifié par le gouvernement turc. Par la Turquie. Et donc il faut appliquer incessamment. Comment trouver cet accord-là pour bénéficier des Mauriciens et du gouvernement mauricien en général, que ce soit au niveau exportation et importation? Nous avons déjà commencé ce travail déjà depuis quelque temps. La préparation du terrain ou du terreau commercial turc en prévision donc de la ratification par le Parlement turc qui est arrivé là tout récemment. Encore une fois, il faut des nous réalistes. La Turquie, c'est un très grand producteur de produits textiles. La Turquie, déjà, un fournisseur à un certain nombre de pays européens, surtout du côté est de l'Allemagne, par exemple. La Turquie est un très gros fournisseur à l'Allemagne, enfin pour l'Allemagne, pour un pays du Benelux et pour la France aussi. Je fais moins l'Angleterre. Enterprise Mauritius fait des études de marché. Et tout récemment, là, au mois de décembre, j'avais une mission à Istanbul, enfin en Turquie, pour cause avec Counterpart en Turquie, et aussi avec un opérateur, un importateur turc. Et mon fin aussi, joindre plusieurs opérateurs turcs. Et je crois l'idée, je crois qu'il est un petit peu difficile, pour nous dire là maintenant, ok, ça traité de l'accord préférentiel pour capable de nous un volume additionnel de temps ou un commerce additionnel de tant de millions de dollars ou whatever. Je crois qu'il est difficile pour nous dire ça. Pour la simple raison qu'il nous pas connaît suffisamment le marché. Nous faisons des études de marché, Enterprise Mauritius. Nous avons une mission là-bas, donc dans les causes avec eux. Et je crois que ce qu'il nous a fait, c'est commencer doucement. Et puis, on fait confiance à nos partenaires mauriciens. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, en 1997-98, pour nous, c'est pratiquement impossible pour exporter l'Afrique du Sud. À l'époque, il était plus facile d'exporter l'Amérique qu'exporter l'Afrique du Sud. Et il y a une délorganisation d'institutions. Il y a une institution qui fabrique textile, c'est-à-dire la toile, basée à Durban. Une autre institution qui regroupe un opérateur qui fabrique garments, habillement, basé à Cape Town. Moi, j'en ai tous les deux à l'époque.
dans le cadre, dans un autre cadre. Je suis encore moi-même dans le secteur privé à l'époque. Les amis musulmans du monde aussi conservateurs, aussi protectionnistes. Mais il fait quand même une douzaine d'années qui finalement un effort à nous dire concerté du gouvernement, du secteur privé, de mon opérateur, de bonnes institutions du secteur privé, l'Afrique du Sud, ce qui fait qu'ils ont 10 jours. L'Afrique du Sud, absorbe 18% de nos exportations textiles. Ils commençaient, nous capables de commencer chico. 23%. Nous commençons chico. Ça, nous voulons dire aussi notre affaire, c'est qu'en Afrique du Sud, situation politique et situation syndicale, labor situation en Afrique du Sud, une jouait contre eux. Une cause anticipée pratiquement le downfall de l'industrie textile en Afrique du Sud. Ce qui fait que tout bon fabricant, tout bon qui est fabricant, apparemment, je ne vis importateur. Donc, il y a même du monde. Moi, je ne vis projet là, c'est un produit de Maurice. Je ne pas souhaiter mal à personne, ni aucun pays, mais la Turquie, c'est quand même un très grand pays, quand même, on va le connaître, 65 millions de monde là-bas. Oui. Et c'est vrai que sur les Jean-Marc, nous devons mettre l'accent beaucoup plus sur le denim en ce qui concerne la Turquie. Je ne sais pas quoi nous pourrons concurrence dans beaucoup d'affaires, mais nous devons mettre l'accent surtout sur le denim. Jean-Marc. Monsieur le ministre, vous aussi nos stockages pour les pétroliers dans pour l'industrie intéressée pour être partenaire dans le projet de stockage Oui. En fait, il y a pas mal de parties qui sont intéressées avec ça. Qui appellent les majors, Vivo, Shell, Total, Indian Oil, Engen, etc. Vous êtes intéressé pour une partie prenante. L'Inde indienne, à travers donc, le ministre Anand Sharma, qui est le gouvernement indien, donc à travers une institution, intéressé pour une partenaire, ça ne vous prend pas à nous dire, dans ce projet-là. Mais comme tout bon camarade connaît, le temps que je présente ce projet-là, le cabinet, donc au lieu de nommer un consultant directement, un cabinet qui prend décision pour confier donc tout le roadmap, la définition de tout le roadmap au Board of Investment. Et on a une call for expression of interest qui est pratiquement finalisée. C'est une grosse affaire qui malheureusement pas capable de faire vite. Et on y a the call for expression of interest. Et il faut lancer bientôt. Call for expression of interest, évidemment, pas pour connaître qui s'en a qui participe là-dedans, mais pour nous trouver une institution compétente, une organisation compétente, pour capable d'aider nous dans tout le design du projet, le modèle économique, ainsi que le process et le projet infrastructurel aussi. Quand est-ce que vous voulez implémenter le subside sur la farine de blé de la nationale? Vous pourrez prendre en vigueur quand? 2-3 semaines? Fin février au plus tard. Donc le pain s'alignerait tout de suite aussi sur le même. Oui, bien sûr. Une question concernant les agents pour l'achat de voitures Icon à l'étranger. Vous n'allez pas interdire les agents qui ne sont pas enregistrés à opérer? On ne peut pas les interdire parce que pour nous, ils n'existent pas. On ne peut pas interdire quelque chose qui n'existe pas. Pas obliger tous les agents à être enregistrés. On ne peut pas. Si quelqu'un vous dit, écoutez, vous me dites que je suis un agent, moi je vous dis que je ne le suis pas. On ne peut pas forcer quelqu'un. On dit tout simplement quelqu'un qui veut travailler comme agent, qu'il vienne s'enregistrer.
ce moment-là, il a une identification légale, formelle, comme agent pour l'importation de second-hand vehicles. Ce qui lui donnera une certaine crédibilité, je dirais même une légitimité auprès de ses clients potentiels. Maintenant, si un consommateur décide de passer par X, Y ou Z qui n'a pas de validation officielle, ben ça c'est son affaire. Mais il ne sera pas couvert. Si, enfin, tout le monde est couvert par la loi. Seulement, s'il est grugé par un agent ou un courtier X, et que le nom de l'agent du courtier X ne figure sur aucun document, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Et c'est le cas actuellement. Une dernière question au niveau des prix de la farine et de l'irrigation. Vous avez parlé de fluctuations sur les marchés. Vous pensez qu'on peut stabiliser que les prix seront toujours pareils en 2013, qu'on pas de hausse de prix pour le consommateur? Ben, on a bloqué les prix à travers le contrat avec les moulins de la Concorde. Pour le riz aussi, pour l'irrigation, c'est pareil? Non, pour le riz, non. Pour le riz, ce que nous faisons, c'est que nous n'achetons pas pour une année. Parce qu'une année, c'est beaucoup trop long. Est-ce qu'il y a un risque que le riz ration voit son prix fluctuer en 2013? Non, on surveille en fait, on surveille tous les jours. Hein. Si on voit qu'il y a une tendance à la hausse, à ce moment-là, on agit. On n'attend pas que disons, qu'on a importé 3000 tonnes. Je crois que la dernière importation est de 3000 tonnes. 3000 tonnes, ça représente grosso modo 2 mois de stock. Évidemment, auquel il faut rajouter le stock existant. Donc, au moment où les 3000 tonnes arrivent, disons qu'on a grosso modo 3 mois de stock. On ne va pas attendre qu'il y ait 2 semaines de stock pour passer la commande, évidemment, parce qu'il faut toujours ce qu'on appelle un buffer stock, un stock tampon. Donc les commandes sont passées régulièrement. Mais on attend toujours que les prix soient relativement bas. Mais si nous voyons qu'il y a une tendance généralisée vers une augmentation des prix, à ce moment-là, on agit tout de suite. Ça peut se répercuter sur le consommateur? Non. Évidemment, sauf si le riz passe de 540 $ la tonne à 1000 $ la tonne. À ce moment-là, on n'aura probablement pas le choix. Mais en ce qui concerne le riz, je crois que depuis 2006, ça fait quand même près de 7 ans qu'on a maintenu le prix au niveau qu'il est actuellement. Mais si on joue comme ça avec... c'est un hedging à l'envers, si vous voulez. On joue comme ça en profitant du fait que les prix sont abordables sur le marché mondial, ou du moins sur les marchés là où on veut acheter notre riz. Les principaux fournisseurs en la matière sont le Pakistan et l'Inde principalement. Le riz thaïlandais est cher parce que le gouvernement thaïlandais a donné l'assurance aux producteurs de riz qu'il allait leur assurer un niveau minimum de revenus avec le riz, donc ils sont devenus très chers. Le riz vietnamien est d'une qualité qui est peut-être pas acceptable pour le consommateur mauricien. C'est un riz qui fait 3000 mètres de longueur. Alors que généralement, le riz mauricien, enfin le consommateur mauricien, pour la taille moyenne, c'est ce qu'on appelle, on parle de 5,25. 5,25, c'est 5 mm de longueur, 25% de brisure, ou de 5,15, 5,10. Actuellement, nous sommes en train de recevoir le 5,10, ce qui est une très bonne chose. Double polish, donc c'est un riz qui est blanc, qui est très bien. Il y en a trop beaucoup de riz cassé, la tête douille sur la peine de la fin. Mais ça on joue avec le marché, si vous voulez. Mais on arrive à très bien faire. Et surtout, on ne prend aucun risque. Il n'y a aucun risque. Monsieur le ministre, vous avez parlé des trade fairs. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que vous voulez changer? Est-ce que c'est la participation des commerces locaux dedans, ou bien quand on a des commerçants qui viennent de l'extérieur, quand c'est un expo ou à Jastan, un expo comme ça, c'est ça que vous voulez changer là? Un peu tout ça. Un peu tout ça. On veut mieux réguler la présence d'opérateurs étrangers. On va pas interdire, absolument pas. Mais on veut mieux contrôler, mieux réguler. Et nous assurer qu'ils payent à l'État
les droits que nous estimons devraient revenir à l'État. Numéro 1. Numéro 2, la catégorisation des trade fairs qui a été faite il y a, je sais pas, 5 ans ou 6 ans, je ne sais pas très bien, je n'étais pas là, hein. À mon avis, à notre avis, ne correspond plus tellement aux réalités commerciales. Je vous donne un exemple. Moto-show, où on expose des voitures. Le stock de voitures présenté dans un moto-show représente peut-être 150 millions d'euros. Et il y a probablement des ventes, des prises de commandes dans un moto-show. Salon de la mode. Une tenue de mariée, par exemple. Moi, je ne sais pas, ça fait très longtemps que je me suis marié. Je ne me souviens pas. Mais je suppose que ça peut varier entre quoi, 10 000 roupies, 50 000 roupies, robe de mariée. Peut-être. Jean-Marc, t'as pas donné? Salon de la mode, salon, juste exposé. Mais il y a des commandes qui sont placées. Et si ça se tient un jour, il paye quoi? 15 000 roupies, 20 000 roupies. Pas logique. Et en même temps, une exposition de livres, à but donc éducatif, à but éducatif, ok, je ne trouve pas d'autre mot. Si ça se tient pendant 4 jours, il paye 55 000 roupies. 55 000 roupies. C'est pas logique. C'est pas logique. Je crois qu'il faut vraiment faire la part des choses. Un moto-show doit payer ce qu'un moto-show doit payer. Un salon de la mode ou un salon de la mariée ou je sais quoi doit payer ce qu'un salon doit payer, même si c'est juste pour un jour. Et quelqu'un qui fait venir des livres pour les vendre, pour que les enfants ou les adultes aussi puissent lire, s'éduquer, se cultiver. À mon avis, il faut favoriser ces choses-là et ne pas leur demander de payer 55 000 roupies. Donc, il y avait, comme je vous disais, c'est toute la catégorisation des trade fairs qui était à revoir. Donc, nous avons revu tout ça avec de nouvelles catégories. Et évidemment, il y a certaines qui vont payer plus cher que d'autres. Hein. Il y en a même certains qui vont payer bien plus cher que ce qu'ils payaient, et c'est justifié. Et d'autres vont payer presque rien. Je crois que pour les livres, hein, quoi, c'est free? Non. On va réduire. On va réduire considérablement. Nominal fee. Et il y a aussi, je crois, des trade fairs qui sont faits par des organisations charitables ou des choses comme ça. Là aussi, on va... Évidemment, des organisations charitables dont nous savons que sont effectivement des organisations charitables. Pas des fly-by-night, machin. Là. Et donc, c'est une rationalisation, si vous voulez, et à mon avis, pour rendre la chose beaucoup plus équitable aussi. Encore une fois, on a beaucoup discuté... évidemment, il y a des gens qui vont venir vous dire on n'a pas été consulté. Aujourd'hui, il faut consulter tout le monde. Apparemment. Et c'est. Je voulais savoir que faites-vous de votre ministère pour contrôler la santé environnementale. Aïe oh. Vous venez de... Qu'est-ce que vous appelez santé environnementale? Les HCFC. Ouais. Il y a beaucoup de polluants dans l'environnement qui nuisent aux bienfaits des consommateurs, par exemple le mercure, beaucoup de l'industrie pharmaceutique, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce que vous faites dans votre ministère pour protéger la santé environnementale? Réponse en 3 parties. Première partie, c'est qu'il y a, comme vous le savez, à l'intérieur du gouvernement, ou de toute organisation, il y a une division technique du travail. Hein. Je ne dis pas que la protection de la santé environnementale n'est pas la vocation de ce ministère, mais ce n'est pas la vocation première de ce ministère. Même si, pendant ma présentation, j'ai dit que même si nous voulons élargir les possibilités, les opportunités commerciales, je crois que j'ai dit ça in so many words, cela ne doit pas se faire au détriment de l'environnement. Et c'est là que j'ai mentionné donc la prohibition à partir du 1er janvier 2013 de tout produit contenant des chlorofluorocarbones, c'est des
chlorofluorocarbons, CFC, HCFC. Et il y a un certain nombre d'ingrédients contenus dans un certain nombre de produits qui sont interdits. Et ça, évidemment, c'est une responsabilité qui est partagée entre le Trade Division de notre ministère, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et peut-être d'autres ministères, Radiation Authority. Vous voyez, par exemple, le Radiation Authority est un organisme qui tombe sous le ministère de l'Énergie et des Public Utilities. C'est une petite agence qui a la responsabilité d'assurer, d'éviter, disons, les radiations radioactives et autres à Maurice, enfin, tout ce qui peut être toxique. Je ne connais pas très bien les terms of reference du Radiation Authority, mais grosso modo c'est ça. Cependant, nous travaillons de manière très proche avec la Radiation Authority. Quand par exemple il y a eu l'affaire de Fukushima au Japon, qu'il y a eu donc les fuites dans les centrales nucléaires et qu'il y a eu donc cette décision gouvernementale de mettre des contrôles très stricts sur tous les produits venant du Japon, pas seulement les véhicules, tous les produits. Ça a été la responsabilité de la Radiation Authority de faire un contrôle une fois que les produits étaient rendus à Maurice. Il y avait là, si vous voulez, 3 niveaux de contrôle. Premier niveau, il fallait donc un pre-shipment certificate. Il faut toujours un pre-shipment certificate de quelques institutions reconnues par l'État mauricien. Il y en a 3, je crois. On n'accepte pas des pre-shipment certificates de n'importe qui. 3 institutions qui sont agréées par l'État mauricien. Et donc, une de ces 3 institutions doit émettre un pre-shipment certificate. Le produit est rendu ici. Évidemment, la Radiation Authority ne peut pas aller faire un test de radiation sur tout ce qui rentre à Maurice du Japon ou d'ailleurs. Donc, ils font des random tests. Ils font des tests au hasard. Et nous, notre involvement dans tout cela, c'est que ces produits où il faut un pre-shipment certificate sont des produits qui demeurent sous le contrôle du Trade Division. Et donc le permis d'importation stipule qu'il faut un pre-shipment certificate, que le produit doit être évidemment cleared par la Radiation Authority à Maurice, et donc avant que l'importateur, que ce soit une personne ou une société ou une organisation, aille à la douane pour retirer son importation, il faut donc qu'il ou qu'elle passe par le Trade Division pour obtenir comment est-ce qu'on appelle ça? Un import permit. Et ce import permit est donné et delivered à condition, enfin, si tous les documents qui sont stipulés, donc toutes les tâches stipulées en termes de certification, en termes de contrôle, en termes d'inspection, ont été effectuées. Voilà. Il n'y a pas que ça, monsieur. Il y a aussi les pesticides, il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui viennent aujourd'hui, des cancers, etc. Non, écoutez, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est probablement, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre, absolument pas. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut un travail peut-être de longue haleine pour arriver à avoir une île Maurice propre, libérée des fertilisants chimiques, pesticides, herbicides, CFC, HCFC, autres toxicités, etc., etc. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais, je vous dis, c'est un travail de longue haleine. Oui. On ne peut pas, je ne crois pas que ce soit réaliste, par exemple, d'imaginer qu'on interdise demain l'utilisation de herbicides, pesticides, etc., d'origine chimique à Maurice. Il faut un travail de préparation. Les bouteilles de plastique et tout le drinking water, Ah ben, oui, voilà. Il y a Mme Marjobé qui me montre ce document-là, pour le Mauritius Standards Bureau.
par exemple. Est-ce que vous étudiez déjà les impacts des pesticides sur le milieu de l'environnement? Moi, Je sais là au ministère, les ministères, vous étudiez? ce ministère? Oui. Non. L'environnement, l'agriculture. Pas ici. Regardez, C'est quand même la protection des consommateurs. À ce moment-là, tout devient la protection des consommateurs. Non, je suis d'accord avec vous, seulement on ne peut pas tout faire, il faut être honnête. Hein. Je ne peux pas vous dire oui, on va le faire, parce que c'est pas vrai. Il faut que quelqu'un commence par faire. Non, mais l'agriculture le fait, la santé le fait. La santé le fait de manière très approfondie. L'agro-industrie le fait, l'environnement le fait. Bon, 3 ministères, probablement la commission MID le fait. Bon, vous avez 4 agences, 3 ministères et une agence sérieuse qui font ça. Bon. Non, imaginez, just for the debate, imaginez demain on interdit l'utilisation de herbicides, pesticides, etc., etc., dans l'agriculture mauricienne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça va être une chute de la production parce que vous allez avoir une prolifération d'insectes, d'herbes sauvages, etc., etc. Il faut le faire, mais on ne peut le faire que graduellement. Je vous donne cet exemple. J'ai un petit texte ici. MSB has developed Standards Bureau. Standards for basmati rice, protective shoes and solar water heaters, and issued 5 licenses under Moricert. Basmati rice, bottled drinking water, emulsion paints, edible oils, and compost. Et Moricert est un scheme, si vous voulez, sous Moritas, en conjonction avec MSB, et qui constitue un voluntary compliance avec un certain nombre de normes, avec de temps en temps évidemment des vérifications. C'est un willing compliance. Une entreprise dit, moi je vais être certifié Moricert. Pour être certifié Moricert, je m'engage à respecter ces normes. Au bout de quelques temps de suivi, l'entreprise obtient un Moricert, un certificat Moricert. Et ensuite, je crois que le contrôle est fait une fois tous les 6 mois. Une fois tous les 6 mois, pour s'assurer que l'entreprise, effectivement, est en conformité avec ses engagements. Je comprends tout à fait votre concern, je les partage en fait, mais pas de question? Ah oui, une chose que j'ai oublié de mentionner. Nous allons signer. Quand est-ce qu'on va signer ça? On va signer un protocole d'accord avec le gouvernement chinois, le gouvernement de la Chine, donc la République populaire, pour un contrôle à 2, la partie mauricienne et la partie chinoise, sur tous les produits non alimentaires, hein, tous les produits industriels chinois en ce qui concerne les normes de qualité et de sécurité. Donc ça inclura les appareils électriques, les fittings, accessories, etc., qui viennent de la Chine. Et donc le but de ce protocole d'accord, c'est de nous assurer que la Chine n'exporte chez Maurice que des produits qui sont conformes donc aux normes qui sont acceptées ici. Encore une fois, ça va demander un peu de temps. Parce que malheureusement, il y a toujours des choses qui passent à travers le filet. Il y a des normes qui sont développées par le Standards Bureau. De temps en temps, on arrive à trouver sur le marché des produits hors normes. Voilà. Merci beaucoup.